Depuis mi-mars, c'est la saison des pluies. Dans le sud Bénin seulement pour, bien sûr, plusieurs observateurs, les pluies ont commencé avec un démarrage tardif ou timide. Et bien sûr, depuis mars, il y a quelques jours seulement, nous avons constaté une forte pluviométrie, notamment cette semaine. Comment expliquer alors le comportement de ces précipitations? Quelle est la pluviométrie normale que nous enregistrons souvent dans le sud Bénin? Sommes-nous déjà dans des cas de réchauffement ou de changement climatique et quels sont les risques surtout durant cette saison des pluies en cours, puisque nous savons très bien que Cotonou et bien d'autres capitales dans le sud Bénin sont très exposés aux inondations chaque année. On dénombre sur l'ensemble du territoire national, par exemple, 33 communes sur les 77 assez exposées aux inondations. Nous aurons toutes les informations nécessaires afin de prendre les dispositions chacun à son niveau pour mieux se protéger durant cette longue période de fraîcheur qui donc a commencé avec le docteur Yaovi Émile Attier. Il est climatologue. Monsieur docteur Attier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous avons d'abord, en attendant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons eu cette semaine, par exemple, assez de pluie déjà, sur les 5 jours déjà, ou environ 2 ou 3 jours. Est-ce un phénomène normal? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est tout à fait normal parce que ce que nous avons observé, la saison des pluies, selon la prévision météorologique de l'Agence nationale de la météorologie, la saison cette année a démarré précocement. Mais ce qui s'est passé est que il y a eu des séquences sèches. La saison a démarré de façon précoce, mais il y a eu des séquences sèches, les postes de sécheresse. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que entre deux pluies, il y a une longue période qui caractérise les deux pluies. Donc, avant d'avoir encore une autre pluie, il faut attendre pendant longtemps. Maintenant, et ce qui a fait que de mars, avril et mai, on a un cumul pluviométrique déficitaire. Mais ce qu'on constate actuellement, ce n'est qu'une reprise de la pluviométrie pour pouvoir normaliser. Pour pouvoir normaliser. Voilà. Alors, donc, vous avez dit qu'il y a eu un démarrage précoce. Précoce. Mais qu'il y a des périodes de sécheresse. Enfin, des séquences sèches. Alors, comment on explique cela? Alors, ces séquences sèches, en fait, c'est le climat a son comportement. Et ces séquences sèches, ce n'est pas... on ne va pas dire que c'est tout à fait lié à un problème. Mais en réalité, ces séquences sèches, ça va se normaliser et c'est ce qu'on est en train de constater actuellement. Voilà. Mais est-ce que d'habitude on enregistre des séquences sèches assez longues comme on l'a eu cette année-ci? Oui, quand on prend la moyenne, parce que quand nous prenons la période de 1981 à 2010, quand on prend cette période, c'est en fonction de cette période qu'on a fait la prévision et c'est ça qui fait qu'on a dit qu'on a connu une période ou bien une saison précoce qui a démarré de façon précoce mais qui est caractérisée par des séquences sèches. Donc, c'est juste un peu en déphasage avec la moyenne quand on fait le calcul avec la période de 1981 à 2010. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ici, cette précocité-là que vous avez pu déceler en comparant les données depuis donc, cette date jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un cas de changement climatique ou simplement une variation? Alors, je tiens à préciser que ce que nous avons observé, on ne peut pas caractériser ça de changement climatique parce que là, il faut qu'on clarifie ça. Alors, nous avons juste une variabilité climatique. C'est juste une variation parce qu'avant de parler du changement climatique, il faut observer les mêmes phénomènes avec une variation significative pendant 2 normales. Pendant 2 normales, c'est-à-dire 30 ans, 2 fois, pour pouvoir confirmer qu'il y a changement.
parce que là, il n'y a pas encore changement, Il faut c'est plus juste d'un une variation. demi-siècle, voilà, il faut plus d'un demi-siècle Voilà. pour pouvoir conclure. Voilà, Mais est-ce pour que pouvoir cela... conclure que c'est un changement. Sinon, ce qu'on a observé, c'est juste une variation. D'accord. Mais est-ce que cela a été généralisé sur l'ensemble du territoire ou bien c'est à des zones données que la précocité et puis les longues périodes de sécheresse les De plus... façon générale, c'est sur l'ensemble du territoire. national. Oui, voilà. D'accord. Alors, et l'autre phénomène des plus localisés, enfin, ce que j'appelle les plus localisés, c'est que parfois, on est ici à Glodjibé, il pleut chez nous, dans Sievra, et quand vous sortez, vous ne sentez pas On ne du voit tout. pas la pluie. Oui. Alors, ça, c'est lié toujours à ce qu'on est en train d'appeler la variabilité climatique. Mais il faut aussi noter que c'est plus souvent s'observe dans le mois d'août, parce que c'est cette pluie qui permet en fait de planter le haricot et consort. Alors, mais cette année, de façon précoce, on a commencé par observer ces champs de pluie déjà dans le mois de juin. Il pleut à Sievra, mais vous allez vers Glodjibé de l'autre côté, vous n'avez pas la pluie. Alors, il faut aussi noter que parfois, par endroit, ou du moins par endroit, les conditions qu'il faut ne sont pas réunies pour qu'il pleut à ces endroits-là. Donc, nous sommes dans la saison de pluie, n'empêche, mais par endroit, il y a des bandes de sécheresse. Ça fait que on observe le phénomène normal, peut-être à Sievra, mais juste à côté, les quatre conditions pour qu'il y ait pluie ne sont pas réunies pour qu'on puisse enregistrer une pluie. Mais pourtant, ce n'est pas le même microclimat. En parlant de microclimat, Oui. bon, vous savez, il y a beaucoup d'autres paramètres. Par exemple, quand je parlais des conditions, il faut qu'il y ait l'ascendant de l'air pour qu'il y ait plus. Il faut qu'il y ait un noyau de condensation. Il faut qu'il y ait un facteur d'inhibition. Et puis, en dernière position, il faut qu'il y ait humidité suffisante. Donc, quand ces quatre conditions ne sont pas réunies par endroit, donc vous constatez qu'il n'y aura pas plus de l'autre côté, mais il y aura plus à côté. Donc, c'est juste ce qu'on a observé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient alors concrètement maintenant du comportement des pluies sur donc, cette période observée? Alors, ce qu'on retient des comportements de pluie est que du littoral jusqu'à la latitude de Savin, nous avons connu une saison précoce, mais il faut noter que dans le mois de mars, avril, mai, c'est caractérisé avec une tendance déficitaire par rapport à la normale. Par contre, de avril, mai, juin, la tendance sera excédentaire. Oui, la tendance sera excédentaire. Comme vous-même, vous l'avez déjà constaté, il y a déjà la reprise des activités pluviométriques que vous avez observées. Et c'est ça qui va faire que la tendance sera excédentaire. Donc, on aura, par rapport à la normale, on aura un peu plus, un peu d'augmentation par rapport à la normale. À la normale. Oui. D'accord. Alors, quelles vont être les conséquences alors de ces pluies généralement? Alors, les conséquences à premier niveau, c'est-à-dire, il faut noter que on a sur une courte période une forte quantité de pluie. Ça voudra dire que quoi? On va observer une inondation pluviométrique. C'est-à-dire une inondation pluviométrique liée directement à des activités pluviométriques. Il y aura la stagnation parce que le sol qui ne pourra pas infiltrer toute la quantité, donc il y aura l'écoulement et puis il y aura la stagnation de l'eau, ce qui va créer l'inondation par endroit. Et actuellement, pour ceux qui sont déjà du côté dans le bassin du Mono déjà, parce que les prévisions saisonnières ont déjà même prévu ça, que l'écoulement sera de façon normale, mais avec des tendances excédentaires dans le bassin côtier. Et actuellement, dans la zone de Grand Popoatier et consorts, il y a déjà la montée des eaux, même au niveau de la Caraïbe. Donc, ça veut dire que ça confirme ce que les prévisions saisonnières ont prévu. D'accord. Et ici, dans le sud, alors, vous avez pas le bassin du Mono. Oui. Dans le sud ici, bon, les bassins côtiers, bon, je veux parler aussi du bassin de Lemay. Oui, voilà. D'accord. Alors, donc, pour ce qu'on peut retenir, c'est que d'ici quelques jours, on peut s'attendre encore à revivre ces
ces phénomènes. Oui, bon, il y aura l'inondation. Donc, quitte à nous, puisque nous avons la chance que la prévision saisonnière... Est-ce que nous allons connaître, puisque vous avez parlé des pluies, d'avoir une phase déficitaire, oui. mais qu'on aura une certaine augmentation de la quantité. Oui. Est-ce qu'on risque, vous le dites, qu'on risque de subir ces phénomènes d'inondation comme 2010, 2012? Non, pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Même si ça doit être le cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Aujourd'hui, nous avons la capacité quand même, et on est informé à temps. Et quand vous êtes informé à temps, à travers les prévisions saisonnières, ce qui n'existait pas en son temps en 2010, ou bien ce qui n'était pas vraiment efficace en 2010, aujourd'hui, on a beaucoup plus l'information à temps. Mais pourquoi cela n'était pas autant efficace en 2010? Est-ce que la compétence n'existait pas Non, la compétence existait, mais il faut noter que certainement on avait sous-estimé. Parce que quand vous n'avez pas connu une situation, vous ne pouvez pas vous préparer au mieux. Mais une fois qu'on a vécu la situation en 2010, toutes les communes ont pris conscience aujourd'hui et chacun s'apprête. Et non seulement ça, il y a l'Agence nationale de la météorologie, dénommée Météo Bénin, qui donne chaque jour, c'est-à-dire des bulletins pluviométriques journaliers. Et puis, non seulement ça, il y a les alertes de vigilance qui permettent de dire, même au moins à 30 minutes avant chaque pluie, pour dire qu'il y aura pluie tout à l'heure. Donc, prenez vos dispositions. Quand on a toutes ces informations, ça nous permet déjà de nous apprêter. Parce que dites-vous que on vous informe qu'on va vous braquer tout à l'heure. Je ne pense pas que ça va se réaliser parce que vous allez prendre toutes vos dispositions pour que cela n'arrive pas. Vous avez su bien décrire le système d'alerte qui est mis en place. Mais à chaque saison, on constate souvent les dégâts, les populations qui restent sur place. Et c'est après donc, la montée des eaux qu'on commence par crier de gauche à droite. Le système est-il si vraiment efficace à partir déjà des données scientifiques? Ok, le système est efficace, il faut l'avouer, parce que l'information est donnée à temps. Quand l'information est donnée à temps, quitte à la population maintenant aussi de respecter ce qui est dit. Et c'est pourquoi j'invite déjà les autorités à commencer par faire la sensibilisation surtout. Parce qu'il faut communiquer autant. Et il faut sensibiliser la population. Et aussi à la population de respecter les consignes données par les autorités. Parce que ne pas respecter ces consignes, on risque d'assister à la même chose. Et j'invite aussi également les autorités à déjà apprêter les sites d'accueil. Au cas où il y aura la montée et que les populations ne pourront pas y rester sur place, il faut les déplacer momentanément. Et c'est là où j'invite aussi la population à accepter ce déplacement. Parce que par moment, la population refuse de quitter les lieux. Et ça pose un autre problème. Est-ce que c'est vrai que c'est peut-être aussi un autre sujet ou un aspect un peu sociologique de la question? Mais pourquoi cette réticence parfois des populations? Est-ce que c'est parce que ce qu'on leur offre comme site d'accueil n'est pas à leur goût, ou c'est à cause de leurs activités? Souvent, quand vous les scientifiques, quand vous descendez sur le terrain. Alors, il faut noter que la réticence, là, c'est beaucoup plus d'ordre sociologique, parce que les gens estiment que c'est ici je suis né, ou bien j'ai enterré mes parents ici, je ne peux pas abandonner. Mais moi, je les rassure parce que une fois qu'on va prendre des dispositions pour pouvoir les déplacer, leurs biens seront sécurisés à travers les forces de l'ordre qui vont faire un travail de sécurisation des lieux. Ça voudra dire qu'ils peuvent aller sur le nouveau site, apprêté pour eux, pour la circonstance, ils peuvent aller habiter là momentanément pour que, quand la situation va redevenir à la normale, ils vont revenir sur les lieux. Donc, il faut pouvoir accepter la chose comme ça parce que il faut noter que dans notre contexte, on est vraiment attaché à notre tradition, à notre culture, mais n'empêche qu'on sera tellement attaché à notre tradition au point où on va risquer notre vie. Vous voyez, c'est pourquoi tu es en train de te battre, mais tu risques ta vie et si toi-même tu mourrais. Alors là, je préfère
ou bien je conseille à la population de prendre des dispositions, ou bien d'écouter et d'exécuter les consignes données par les autorités. D'accord. Alors, mais quand on revient maintenant à Cotonou, qui est donc grand centre d'attraction économique, la situation serait comment à peu près selon la prévision pour le cas de Cotonou? Alors, pour le cas de Cotonou, c'est la situation, c'est pareil, comme je l'ai décrit tout à l'heure. On a déjà enregistré une tendance déficitaire du mois de mars, avril et puis mai. Mais par contre, de avril, mai, juin, on va enregistrer une tendance excédentaire. Alors, ce qu'il faut noter est que à Cotonou, nous avons la chance qu'avec les travaux d'asphaltage, ça va amoindrir un peu parce que il y aura des voies de contournement et puis il y a des canalisations qui vont drainer l'eau. Jusque les gens qui sont installés dans des lits d'écoulement ou bien dans des réceptacles naturels, alors là, ils ne vont pas se plaindre parce que c'est l'eau qui est revenue occuper sa place normale. Donc, par conséquent, c'est qu'ils vont subir. L'autre chose, c'est qu'il faut noter que c'est parce qu'on ne respecte pas les consignes. Parce qu'il y a des zones inconstructibles, là où vous ne devez pas habiter. Ou bien, à défaut, si vous devez habiter ces endroits, vous devez prendre des dispositions et vivre avec. Mais par contre, quand vous habitez le réceptacle naturel de l'eau et que vous construisez comme celui qui est sur la terre ferme, et quand l'eau revient pour occuper sa place normale, vous ne devez pas vous plaindre. Donc, il faut que les gens prennent les dispositions et j'invite en même temps les autorités à contribuer beaucoup pour ne pas permettre aux gens de s'installer dans ces endroits parce que ce sont des endroits inhabitables. Mais quelle est votre appréciation sur la gestion de ces inondations, surtout le cas de Cotonou, puisque vous l'avez dit, c'est parce que les gens ne respectent pas les normes qu'il faut, les gens ne respectent pas les règles en matière d'occupation de l'espace. Les scientifiques le disent souvent, les politiciens le reconnaissent, les décideurs en parlent, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'action forte. On a vu par exemple au moment où le gouvernement de la Haute-Tue faisait les déguerpissements pour mieux aérer Cotonou et les autres villes. Beaucoup ont souhaité, surtout les militants pour l'environnement, ont souhaité quand même que ceux qui ont occupé les réservoirs naturels d'eau soient également délogés. Mais on n'a pas vu le régime de la Haute-Tue aller dans ce sens. Et Cotonou, il y a ces endroits qui sont fortement habités, mais qui restent encore des réceptacles naturels d'eau. Les scientifiques en parlent, mais vous en parlez, les professeurs en parlent, mais personne ne réagit, on a encore l'impression. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à cette préoccupation, je tiens à dire sur ce plateau que les scientifiques ont tellement démontré la chose. Ils ont dit, ils ont communiqué et on continue de sensibiliser. Maintenant, quitte aux décideurs politiques de prendre leurs responsabilités. Parce qu'on dit, c'est un réceptacle et c'est un lit d'écoulement ou bien c'est un réceptacle naturel. Vous ne pouvez pas y habiter. C'est des zones inconstructibles. Et quand vous allez rester là, c'est que vous êtes exposé à l'inondation. Donc, il faut que les autorités, les décideurs prennent leurs responsabilités pour pouvoir dégager les gens qui y habitent. Oui, mais ceux qui prennent les parcelles dans ces milieux-là, il y a les politiciens, il y a les scientifiques également qui prennent des parcelles dans ces milieux-là. Il y a tout le monde en fait, finalement. Je crois que par rapport à cette préoccupation, ce qui serait intéressant, et je crois que le ministère de cadre de vie est en train de prendre des dispositions aujourd'hui. Quand vous voulez construire, est-ce que vous avez pris permis de construire? Si vous constituez votre dossier pour pouvoir avoir permis de construire, je suis sûr qu'on ne va pas vous autoriser à construire dans ces endroits. Alors donc, il faut que nous aussi, on respecte les consignes. Parce que les tests existent. Quitte à nous de l'appliquer. C'est ça ce qui est important. Maintenant, quant aux politiciens, il faut qu'ils aident la population à vivre au mieux. Il ne faut pas qu'on pense à l'électorat et à fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Parce que ça, vous voyez, le problème est posé maintenant, parce que ça interpelle. Mais
si déjà en amont, on avait empêché les gens d'y habiter, c'est-à-dire que le problème ne va pas se poser aujourd'hui. Donc, je crois que chacun doit jouer sa partition. Quant à la population aussi, quand vous voulez prendre des parcelles, il faut aussi consulter les documents qui existent. Est-ce que c'est un endroit qu'on peut habiter? Si on ne peut pas habiter, il faut aller ailleurs. Parce que en le faisant, c'est que vous prenez un risque. Très bien. Voilà. Alors, merci, docteur Yaovi Émile Attié. Mais l'autre aussi aspect de la question aussi, c'est vrai que oui, vous n'êtes pas économiste, bien entendu. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, expliquer un peu la flambée des prix des denrées de première nécessité, pas également la rareté des pluies. Il n'y a pas eu suffisant depuis les saisons dernières. Du coup, il y a eu directement des conséquences sur donc, la production aussi. Est-ce que c'est également votre perception? Et cette saison qui est en cours, quelles sont les implications sur la production? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à cette préoccupation, il faut noter que si vous n'avez pas la bonne information et que vous savez que la saison va se comporter normalement et que vous avez planté dès déjà les premières pluies, vous avez planté et qu'on a observé les séquences sèches ou bien les portes de sécheresse qui ont été observées, ça veut dire que votre culture ne va pas prospérer. La conséquence directe, c'est qu'il y aura baisse de la production. Et quand il y a baisse de la production, c'est normal que quand la demande est supérieure à l'offre, ça veut dire que ça va prendre naturellement du prix. C'est ce qu'on a observé. Donc, par rapport à ça, c'est pourquoi, à travers vous les journalistes, je vous invite à beaucoup plus communiquer sur ces prévisions, prévisions saisonnières des paramètres agro-hydroclimatiques de la grande saison, parce que c'est souvent disponible. C'est souvent disponible sur le site de l'Agence nationale de la météorologie dénommé Météo Bénin, qu'il faut consulter et mettre ça à la disposition des producteurs, mettre ça à la disposition de la population. Communiquer beaucoup plus, parce que l'agence va communiquer, les scientifiques vont communiquer, mais nous, on n'a pas les grands moyens pour pouvoir atteindre tout le monde. Mais quitte à vous, journalistes, d'aider les scientifiques et l'agence à communiquer beaucoup plus pour pouvoir atteindre tout le monde, pour permettre à la population de prendre des dispositions qui s'imposent. Parce que non seulement les prévisions ont été faites, mais il y a aussi des conseils qui ont été donnés. Très bien. Voilà. Alors, quels sont ces conseils-là en matière de conseils, vous voyez, en tenant compte déjà du comportement de la saison, donc il faut utiliser des produits à cycle court. Il faut aussi utiliser des pratiques qui vont permettre de retenir assez d'eau pour que, même s'il y a les séquences sèches, c'est-à-dire en attendant qu'une prochaine pluie n'arrive, les produits peuvent être en train de se développer en attendant. Il faut aussi prévoir certainement l'irrigation. Donc voilà autant de choses qu'on peut faire en attendant pour que la pluie n'arrive naturellement. D'accord. Voilà. Donc les producteurs n'ont pas parfois l'information, c'est bien cela. Parfois l'information et comme tout de se baser sur leur calendrier traditionnel pour faire culture. C'est ça surtout. Alors que l'information est rendue disponible. Voilà. D'accord. Alors Émile Yaovi Attié, quels sont les conseils maintenant que vous avez à l'endroit donc des téléspectateurs qui vous suivent ce matin? Comment vivre avec cette humidité-là pour ne pas contracter soit des maladies ou pour ne pas être très exposé? Alors, en guise de conclusion. Ok. Pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, je tiens à leur dire, à les rassurer que de ne pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'Agence nationale de protection civile, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et la plupart des communes aujourd'hui disposent de ce qu'on appelle plan de contingence. Et à travers ces plans de contingence, tout est prévu dans ce document. Quel est le comportement à adopter avant, pendant et après. Donc, par conséquent, c'est que les populations, je les invite à s'apaiser et à suivre rigoureusement
les consignes des autorités. En cas de n'importe quelle détresse, il faut appeler le numéro le 166 pour pouvoir signaler ce qu'il y a. Maintenant, dormir sous moustiquaire pour pouvoir empêcher les moustiques de vous piquer au risque d'avoir la maladie, le palu en l'occurrence. Laver correctement les mains parce que pour éviter surtout le choléra, consommer l'eau qui est propre. Donc voilà autant. Et aussi la Covid qui se propage surtout. Il faut respecter les mesures barrières surtout, voilà. parce que si vous ne respectez pas ça, c'est que vous vous laissez exposer et là, c'est dangereux pour vous. Donc voilà. Et quant aux autorités, j'invite les autorités au niveau local, surtout, à s'approprier de leur plan de contingence. Et si possible, faire des simulations, parce que je suis conscient qu'ils ne pourront pas peut-être faire des simulations de grandeur nature, mais faire des simulations de table, de jeux de rôle. Quand il y aura l'inondation, quel rôle chacun va jouer pour que chacun maîtrise ce qu'il doit faire au moment opportun. Ce n'est pas quand la situation sera là qu'on va commencer par courir de gauche à droite. Et les communes qui n'ont pas encore actualisé leur plan de contingence, je les invite à les actualiser le plus tôt possible pour que ça soit actif et que dans la mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de défaillance. C'est très important parce que si on n'est pas prêt, on n'est pas tenu prêt à agir, on risque d'être surpris. Et ce qui ne serait pas vraiment bien. Merci bien à vous, docteur Yaovi Emile Attié, climatologue. Pour vous, la saison des pluies se déroule normalement. Le démarrage a été un peu précoce, mais ensuite on a constaté donc un long moment de sécheresse. Et puis cette phase a été un peu déficitaire en matière de pluviométrie. Mais la seconde phase qui a démarré il y a quelques semaines va être un peu excédentaire en matière donc de quantité de pluie obtenue, ce qui pourrait donc créer des inondations par endroits. Mais vous avez rassuré que le système d'alerte est mis en place à chaque niveau, que ce soit au niveau donc des scientifiques, des climatologues, de la météorologie comme vous, mais également bien au niveau de l'Agence nationale de protection civile. Vous avez donc invité les populations à ne pas du tout s'inquiéter et surtout à respecter les consignes selon donc les plans de contingence prévus au niveau de chaque commune. Pour ce qui est du cas de Cotonou, précisément, pour vous, il n'y a pas question d'occuper les exutoires ou les réceptacles naturels de l'eau. Il faut bien sûr vider et surtout respecter les conditions d'occupation du milieu pour éviter les inondations, puisque les cas souvent ne sont pas seulement dus aux critères ou aux facteurs naturels, mais surtout à l'action, à l'intervention de l'homme qui cherche à tout occuper, à tout habiter. Merci à vous et bonne journée à vous. Bien des choses au professeur Vicin, surtout SPD, grâce à qui on a pu vous avoir sur ce plateau. C'est le président de l'association des climatologues. Oui, Abeklim, le président de Abeklim. D'accord, merci beaucoup et bonne journée à vous et bon week-end à vous également.